mon objectif, c'est surtout de montrer, surtout dans le cas tunisien d'année, que les différences existent et elles sont énormes, en fait, au niveau local. Et c'est ce qu'on a envie de montrer, justement, même à l'intérieur d'un même gouvernorat, on va toujours trouver des différences extraordinaires. Alors, je ne vais pas présenter tous les résultats de l'enquête, parce que, comme je vous ai dit, là, vous voyez que l'interview est assez lent, et donc il dure en moyenne 45 minutes, et il contient pas mal d'aspects, mais je vais parler de 3 points. Alors, je vais parler quelques chiffres sur l'éducation, quelques chiffres sur la santé, et quelques chiffres sur la sécurité. Alors, ce que je n'aborde pas ici, c'est le fait de croiser entre les données. Donc ça, c'est un truc qui est encore à explorer. Alors, l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on entre dans le ménage, et puis si le ménage a des enfants au moins de 17 ans, on va poser une question pour chaque enfant. Et ce qui est bien, en fait, surtout avec ces tablets, justement, c'est de pouvoir faire cela, disons assez facilement. Et de pouvoir aussi, parce que parmi les choses qui nous ont permis, qui nous ont poussé à utiliser les tablettes, c'est d'avoir des expériences aléatoires au niveau des questions. Alors à la fin, donc, on a eu une base de données assez importante sur les enfants. Et bien sûr, on les a posé des questions sur la qualité de l'école, la qualité de l'enseignement fourni, l'assistance, etc. Alors, ce qui nous a attiré notre attention, c'est l'abondance scolaire, en fait, en Tunisie, qui est un phénomène quand même assez important, alors qui croît avec l'âge, qui touche plus les garçons que les filles, qui est à l'âge de 17 ans, il est presque du quart des enfants, donc de 26% des enfants. Et alors, si on fait une estimation, par exemple, à partir de ces chiffres, alors je pense que le chiffre de 100 000 même donné par le ministère, il est encore faible. On pense même qu'il est autour de 180 000. Donc, on est à 100 000 garçons, 80 000 filles qui abandonnent l'école avant l'âge de 17 ans. Comme je vous ai dit, donc, à l'échelle nationale, il est de 10%, donc tout âge confondu. Les garçons sont plus touchés par le phénomène que les filles. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la classe supérieure, donc, parmi les questions, il y a une autodéclaration du ménage de la classe à laquelle il appartient. Ce phénomène, en fait, c'est pas du tout, même ça peut ne pas être un phénomène économique, hein, c'est surtout, il y a un phénomène de classe aussi. Alors, ça se trouve que les classes supérieures sont les plus touchées par ce problème d'abondance scolaire. Les deuxièmes touchés sont les classes moyennes inférieures. Alors, comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est la variation entre les municipalités. Et on voit déjà qu'il y a une variation énorme entre ces municipalités. Alors, on parle de 23%, donc toute catégorie confondue, de Trobe, jusqu'à la municipalité de Sfax, en fait, c'est les moins touchés par 5% de municipalité. Alors, on peut aller donc du simple au double par rapport à l'échelle nationale. Alors, il y a un sujet qui est assez d'actualité en ce moment en Tunisie, qui est les cours particuliers. Donc, j'ai choisi de vous montrer quelques chiffres par rapport à ça. On leur a posé la question, est-ce que vous avez recours dans vos cours particuliers? Alors 65% à peu près des enfants dans les écoles, donc ça c'est à partir de la déclaration des parents, ont recours aux cours particuliers. Alors, vous n'allez pas être surpris, mais ce pourcentage, disons, croît avec la classe d'âge, la classe sociale, disons. La moins concernée, c'est la classe inférieure vers la classe supérieure. Elle descend un tout petit peu vers la classe supérieure. Mais en fait, vous allez encore être surpris, c'est que les enfants qui sont dans les écoles privées sont les plus concernés par les cours particuliers. Donc, je pense du moment qu'on a accepté le principe de payer pour l'éducation, on va toujours payer. D'accord. Donc, pour ceux qui cherchent les écoles privées, c'est pas peut-être la bonne solution. Bref. Alors, ça, c'est un graphique. Ça, c'est un graphique par municipalité.
Alors, parmi les questions posées, donc, on a posé pour chaque question une série de questions, pas qu'une seule question, sur la qualité de l'école. Alors, ça, c'est parmi les indicateurs qu'on calcule et qu'on voudrait mettre en place, disons, dans les municipalités pour qu'on puisse justement comparer s'il y a des actions, par exemple, au niveau de l'amélioration de la qualité de l'école. Est-ce qu'on est en train de faire des améliorations? Alors ça, c'est un indice, disons, synthétique qui a été calculé donc, sur toute la population et après donc, calculé par rapport à chaque municipalité. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Alors, on voit bien que, par exemple, le Badge-Loot, Sfax-Vide, c'est une perception de qualité. Je dis bien que c'est une perception. Donc, c'est par rapport à ce que déclarent donc, les citoyens. Alors, je vais vous dire que, de toute façon, le questionnaire que je n'ai pas dit de tracer, c'est surtout une perception de la qualité du service public offert aux citoyens. Donc, à partir de cet indicateur, donc on comprend déjà. Alors, la ligne verticale en 0, c'est la moyenne. C'est la qualité, disons, moyenne au niveau national. Et donc, ceux qui sont en droite et avec un nombre positif, donc, ils ont une qualité supérieure, ils ont une bonne appréciation. Et ceux qui se trouvent à gauche et négatifs ont une appréciation, disons, négative. Alors, cette qualité, au fait, cet indice de qualité, on a essayé de le modéliser avec un autre indice. Alors, tout à l'heure, vous avez vu que je donne des classes sociales, mais aussi il y a encore d'autres questions qui me permettent de dire est-ce que les personnes qui répondent, quelle est exactement leur situation socio-économique. Alors, à partir de ces questions exactement pareilles, on a construit un score socio-économique. Alors, les valeurs négatives indiquent une situation socio-économique faible, vers des valeurs positives, donc, qui sont des situations socio-économiques supérieures. Et on voit bien que, justement, l'indice de perception de la qualité de l'école varie exactement selon... alors, est-ce que cette perception correspond à une réalité? Ça, c'est autre chose. Mais les classes socio-économiques faibles ont une perception négative de la qualité de leur école. Des écoles publiques et privées ensemble? Ensemble. Alors, j'ai pas mis une courbe où je fais la différence entre privé et public. Alors, sur sur la santé. Alors, sur la santé, on a aussi posé des questions par rapport à certaines maladies chroniques. Et on a voulu, en fait, surtout ici, nous comparer avec ce qu'on connaît déjà donc, dans le milieu épidémiologique. Et je ne vous surprends pas qu'en Tunisie, alors ça c'est de l'autodéclaration, alors ça c'est des chiffres que j'ai vérifiés avec des épidémiologues de la faculté de médecine. Et ça correspond exactement à ce qu'ils savent aussi, donc ça c'est au niveau de l'autodéclaration. Donc on est autour de 10% de diabète. Alors ils me disent qu'après, une fois qu'on fait l'examen, c'est encore supérieur que 10%. Et l'hypertension artérielle, etc. Alors, la question, juste souffrez-vous d'une maladie chronique? Alors ça dépend de la classe sociale. Alors au niveau national, donc, ce que vous voyez en haut, c'était les 23% de la population, donc dans le transparent précédent. Et là, on voit que les classes inférieures déclarent que 42% presque souffrent d'une maladie chronique. Et comme vous voyez, donc ce pourcentage diminue avec la classe sociale. Alors il augmente un peu avec la classe supérieure. On est à la même pourcentage qu'à l'échelle nationale. D'accord. Mais quand même, pour la classe inférieure, on est quand même double. Ça, c'est important. Pour les municipalités, pareil, alors on a voulu calculer cet indicateur donc, par municipalité. Et encore une fois, il y a des disparités. Alors, je vais vous donner une indication, je ne l'ai pas dit. Alors, les couleurs sont par rapport au gouvernorat. Je n'ai pas mis quel gouvernorat, mais je suppose que vous connaissez tous la Tunisie. Mais je peux vous dire que, par exemple, les verts clairs, Carrefour par exemple, vous pouvez voir qu'il y a déjà des dispersions entre Carrefour et Sidi Navi par exemple, et Boarat. On est à 14, 19 et 22%.
Donc, je répète ça donc, à chaque fois. Donc, par exemple, à Darfour, il y a 13% de personnes qui déclarent avoir une maladie chronique, jusqu'à Mokni, il y a 35% de déclarations. Alors, par exemple, le Mokni, je ne l'ai pas mis ici, on a remarqué dans Mokni, il y a un certain problème de sécurité au niveau des déclarations. Je ne sais pas ce qui se passe à Mokni, mais c'était assez impressionnant. Qu'est-ce que vous voulez dire, des problèmes de sécurité? Par exemple, il y a des questions sur la perception du niveau de sécurité. Et Mokni, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une perception négative de la sécurité. Alors, il y a des questions aussi par rapport à l'état physique. Alors ça, c'est pour voir un peu le besoin en fait, du citoyen par rapport au centre hospitalier. Et on peut dire que quand même presque 70% des Tunisiens déclarent avoir une bonne santé physique. D'accord. Alors, justement, alors ce pourcentage, en fait, il change par rapport à la classe sociale. Donc, la classe inférieure, elle paraît en état physique beaucoup plus faible que les classes supérieures. Et cette situation, encore une fois, elle change par municipalité. Et elle change énormément. Donc, de Mokni, on voit une situation physique, disons, déclarée faible, jusqu'à Borat et Mazajou. Alors, je finis par ce dernier volet, parce que j'en ai d'autres. Alors, ça, c'est au niveau de la sécurité. Et on leur a posé la question, est-ce que avez-vous entendu de l'un de ces problèmes? D'accord. Alors, les Tunisiens ont surtout entendu parler de cambriolage à 63%, de consommation de drogue à 61%, de vol de voiture, d'agression, etc., meurtre, jusqu'à conflit entre contrebandiers. Alors, cet ordre, en fait, il change, alors ça je vais l'expliquer un peu, il change entre les municipalités. Alors là, je mets les deux préoccupations, disons, les plus importantes dans chaque municipalité. Parce que les couleurs ne sont pas peut-être claires, mais en majorité, c'est surtout le cambriolage. Mais par exemple, si je prends la municipalité de Marsa, c'est plutôt, on entend parler de vol de voiture. D'accord. Donc, chaque municipalité va peut-être avoir des préoccupations différentes. Alors, ça c'est... on m'a posé la question suivante, avez-vous été victime de l'un de ces problèmes précédents? D'accord. Alors, j'ai choisi de montrer juste, je n'ai pas été victime du tout, donc d'aucun problème. Okay. Alors, là où on est plus sûr, disons, c'est dans la municipalité de Souessi. Et là, on est moins sûr, disons, on a eu peut-être moins de problèmes, c'est Citral. Alors, Mokni n'apparaît pas parce que je vous ai dit que c'était juste une perception, donc par rapport à l'indice de perception. D'accord. Alors, il y a des questions aussi sur le fonctionnement de la police, disons. Alors, sur le trafic, c'est exactement pareil, on pose plusieurs questions par rapport au fonctionnement de la police, et on essaie de donner un indicateur. Plus c'est positif, donc plus les polices sont capables d'aider les citoyens, et plus dans une situation... Donc ça c'est un indice de 0 à 10, excusez-moi. 0 c'est faible, et 10 c'est assez élevé. Donc plus on est proche de 10, donc plus l'agent de police est capable... Alors si c'est en rouge, c'est conflit civil, si c'est en bleu, c'est sécurité. Alors, ce que je veux vous montrer, dans ce graphique, c'est que le Tunisien considère que l'agent de police il est plutôt capable ou plutôt apte à résoudre de problèmes de sécurité que des conflits civils. Et bien sûr, il y a des différences entre les municipalités, mais surtout le fait qu'il soit capable de résoudre des problèmes de sécurité est un rôle, disons, important pour le policier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça, c'est quelques chiffres. Mais qu'est-ce que je veux passer, en fait, quel genre de message je veux passer par ça? Alors, moi, je pense qu'il est très important de donner des statistiques à l'échelle locale. Parce que je pense que c'est les statistiques qui vont être les plus proches, disons, du citoyen lui-même. Parce que peut-être une statistique à l'échelle nationale, comme je vous ai montré l'année, le type d'abandon scolaire à 10%, il n'est pas du tout parlant pour quelqu'un qui habite à Troyes, qui est de l'ordre de 23%.
quand je parle par exemple de pourcentage de cours particuliers, etc. Donc ça c'est une chose. D'autre chose, je pense que c'est important aussi, moi je vous ai montré quelques indicateurs, disons, de performance et d'évaluation sur un service donné. Je pense que c'est important d'abord de prendre en considération, pour ça je pense que Yannis, d'après ce qu'on est d'aujourd'hui, tout à faire, la perception donc, du citoyen par rapport au service offert, et d'avoir une mesure, disons, exacte de cette perception, que cette mesure soit diffusée et soit informée donc, par rapport aux citoyens, pour que, je pense, pour qu'on puisse avoir des objectifs, disons, clairs pour tout le monde. Quel genre de service ou quelle est la qualité de service qu'on a envie de fournir aux citoyens. Voilà, donc, merci beaucoup. Alors, on passe à la deuxième intervention. C'est Rachel Insala, dont l'intervention s'intitule « Contribution des programmes spécifiques au développement local ». Tout d'abord, je voudrais bien remercier tous les organisateurs de cet événement, ainsi que les conférenciers. Je vais parler aujourd'hui de l'indice de développement régional. Moi, je suis Camille Géoui. Mais avant, je voudrais juste vous donner un petit aperçu sur ce qu'on appelle les programmes spécifiques du ministère pour montrer un peu l'utilité de cet indice. Au ministère du Développement, on a essentiellement deux programmes spécifiques qui sont des programmes de développement local par excellence. Le premier, c'est le programme de développement régional, ce qu'on appelle le PRD. C'est Barnamj Tanmiya Jahouya. C'est un programme annuel d'un budget de l'ordre de 350 millions de dinars. La philosophie de ce programme, c'est un programme complémentaire, bien sûr, les investissements réalisés dans les gouvernements. Ce programme il est initié déjà dans les localités, dans les délégations. Chaque année, au début de l'année, dans chaque gouvernorat, il y a des réunions avec les comités locaux de développement pour préparer un peu le programme par délégation. D'abord, ce programme, normalement, il doit contenir les besoins de la localité en matière d'aménagement de pistes, en matière d'eau potable, d'électrification, etc. Ce programme, une fois établi, il passe normalement au conseil régional du gouvernorat pour faire un peu, si j'ose dire, un arbitrage entre les différentes délégations, étant donné que, bien sûr, les ressources sont un peu limitées. Si on fait le calcul, par gouvernorat, c'est de l'ordre entre 5 et 20 millions de dinars par gouvernorat. Donc, une fois l'arbitrage est fait au niveau de chaque gouvernorat, donc on reçoit au ministère le programme pour l'année en cours. Avant 2012, c'était des négociations entre le gouvernement et le ministère pour l'allocation du montant global du PRD par le gouvernement, en tenant compte des différentes spécificités du gouvernement ainsi que sa capacité de réalisation, etc. Le deuxième programme, c'est le PDI, le programme de développement intégré. C'est un programme aussi similaire au PRD, mais la spécificité que
dans ce programme, il y a des actions, c'est un programme intégré, comme son nom le dit. Il y a plusieurs actions, c'est-à-dire par exemple, il y a une partie infrastructure, la partie amélioration des conditions de vie, etc. Bon, ce sont des programmes par délégation aussi. Le budget c'est entre 5 et 6 millions de dinars. Jusqu'à maintenant, on a fait 90. Il y a 90 délégations qui ont bénéficié de ce programme. Bien sûr, faute de moyens, puisque ce programme est financé en partie par le budget de l'État et le reste par les fonds extérieurs. On est en train actuellement de préparer la troisième partie de ce programme. Bon, le problème c'est que pour le PRD, donc, comme je viens de l'expliquer, on n'avait pas un indicateur ou un clé de répartition pour faire l'allocation d'une manière plus ou moins subjective. Quoi. Pour le PDI, c'est aussi le même problème, c'est comment choisir les délégations prioritaires qui vont bénéficier de ce programme. Bien sûr, en tenant des différentes spécificités des délégations, etc., et les priorités exprimées par les gouvernements, mais on reste toujours, c'est qu'il y a un côté plus ou moins objectif, les délégations peuvent revendiquer pourquoi telle délégation dans le même gouvernement bénéficie d'un programme de vie et l'autre non. Donc, partant de ce besoin, en 2012, on a commencé à travailler sur un indice, c'est l'indice de développement régional. C'est un indice composite et on est parti de 130 indicateurs. Puis on les a agrégés pour arriver enfin à 35 variables qui tiennent compte des différents aspects tels que le taux de chômage, l'alphabétisme, etc. On a fait cet indice, donc à partir des résultats de cet indice, ça nous a permis de classer d'une part les 24 gouvernements, en partant du gouvernement de Tunis dans l'indice c'est 0,70 pour aller au gouvernement de Kasseline, donc l'indice est de 0,4. À partir de cet classement, qu'on a fait pour la première fois par le gouvernement, et puis on a affiné plus cet indice pour classer aussi les 264 délégations du pays, de 1 jusqu'à 264. Donc cet indice nous a permis d'une part de choisir les délégations qui vont bénéficier du programme spécifique du pays, et d'autre part pour servir comme base du clé de répartition. On a fait un clé de répartition qui tient compte de l'indice de développement régional pondéré par rapport à la population. Pour ce clé nous a servi à partir de 2012, donc de répartir le budget du PRD, comme je viens de signaler, qui est de 350 millions de dinars, de répartir ce budget suivant le clé de répartition. Donc, c'est pour avoir un peu quelque chose un peu subjectif dans l'allocation de ces différentes ressources. Bon, le problème qu'on a eu en 2012, c'était que les indicateurs et les qu'on a utilisés, on n'avait pas de recensement, bien sûr, et des statistiques récentes. On a utilisé quelques indicateurs de 2004, 2010, etc.,
En 2015, après le recensement de 2014, on a voulu affiner plus cet indicateur en se basant sur les chiffres matériels pour le recensement de 2014. Actuellement, cet indicateur par le gouvernement est clé. Donc, ça nous permet aussi le classement des 24 gouvernements. Il a un peu changé. On va publier les résultats de cet indice. On est en train maintenant de préparer cet indice par délégation. Donc, comme je dis, le but, c'est peut-être assez. Vous pouvez me dire que ce n'est pas suffisant. On entend dans les détails de cet indice, mais c'est un moyen peut-être qu'on a utilisé. On peut l'améliorer. Peut-être on va penser aussi dans le cadre de la discrimination positive. Qu'on est en train de penser déjà comment commencer à l'appliquer. Déjà, comme vous savez tous, on est en train de préparer actuellement le plan quinquennal 2016-2020. Actuellement, on a finalisé presque la première phase qui concerne le diagnostic de l'existant. La deuxième phase qui concerne la vision et les perspectives doit s'achever d'ici la fin du mois. Et puis, on va se consacrer pour les propositions, les projets qui vont s'insérer dans le cadre du nouveau plan quinquennal. Donc, peut-être, et c'est sûr que cet indice va nous servir en partie pour réaliser un peu dans la mesure du possible, la discrimination positive des régions par rapport à d'autres. Mais on est en train aussi, actuellement, de penser peut-être qu'il y aura, on est en train déjà de faire une petite étude avec nos partenaires, de trouver peut-être d'autres indicateurs, d'autres sources, d'autres clés, comme ça, que la discrimination positive soit. On va commencer, bien sûr, sur ce plan, mais ça reste toujours soumis à des améliorations dans le prochain plan quinquennal. Dans ce plan aussi quinquennal, on a ici d'utiliser la méthode de gestion par résultat, qui est une nouvelle méthode aussi, on l'utilise pour la première fois dans le plan quinquennal. C'est pour nous permettre après, peut-être aussi de faire le suivi de réalisation du plan à travers l'indicateurs, etc. Alors voilà, ça c'est bref ce qu'on a fait depuis la Révolution, surtout depuis la Révolution, on ne cesse de parler de développement régional, etc. On a fait bien sûr plusieurs tentatives pour avoir une vision plus claire du développement régional pour les années à venir. Et voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Alors je vous remercie. On passe à la dernière intervention. Si vous voulez, Cool.
D'accord. Pour rappeler un peu, l'INS, c'est le maillon central du système statistique national. Et bon, après la Révolution, nous avons été trop critiqués dans surtout deux principaux volets. Le premier, c'est on nous accuse de manipuler les chiffres. Et deuxièmement, surtout la non-disponibilité des statistiques. Bon, brièvement, je réponds à la première. Bon, nous sommes un institut purement technique avec des grandes compétences d'ingénierie statistique approuvées surtout par des organisations internationales. Le problème, c'est pas question qu'on manipule les données, mais on n'était pas indépendant pour la diffusion des chiffres. C'est pas tous les chiffres sont publiés. Et pour le deuxième point, la non-disponibilité. Bon, la non-disponibilité est essentiellement due à un problème d'accessibilité. Et nous assumons cette responsabilité. Et déjà, notre stratégie avant, c'était la publication sous format papier. Et ça ne peut pas répondre à tous les besoins, surtout que la demande ne cesse de s'accroître dans tous les termes. Et dans tous les termes et pour tous les niveaux géographiques. Donc, je donne une petite idée sur le flux de données pour l'Institut national de la statistique. Vous avez au milieu, c'est l'Institut. Nous avons des données qui viennent des différentes enquêtes qu'on fait, des sources administratives et les publications des différentes structures statistiques des ministères et des organisations. On fait l'analyse des données et nous diffusons sous forme de documents, surtout des documents un peu dans le site. Et on partage l'information avec un ensemble d'organisations internationales que vous voyez, la FMI, l'Eurostat, et la Banque mondiale. Et là-bas. Donc la solution. Pour le moment, j'ai dit un peu avec l'ancien site. Et ici, je vais proposer ce qu'on a fait, notre stratégie pour le développement de notre diffusion web. On a opté vers le regroupement de toutes les informations statistiques dans un data warehouse des données statistiques. À cette base, il y a des applications qui exploitent ces informations et on va opter, bon, il y a une solution déjà avec le FMI qui connecte directement à nos bases pour extraire les informations et on va continuer cette stratégie avec le reste des organisations internationales. Nous avons une liaison avec le site Open Data Afrique et nous sommes en train de développer des outils qui marchent sur les smartphones et les tablettes. Donc, notre principal site maintenant c'est www.ins.vn et on vient de développer un nouveau, c'est le beta.ins.vn, c'est la vue horizontale de notre portail web. Vous pouvez le visiter, c'est beta.ins.vn. Il est en relation avec notre banque de données qui dispose d'un ensemble d'outils de visualisation des données statistiques qui sont enregistrés dans le Data Warehouse. Nous avons un site qui regroupe les enquêtes que nous faisons, l'archivage des enquêtes, notre méthodologie de réalisation des enquêtes et les microdonnées. La bibliothèque, on a rassemblé tous les documents, tout l'historique des documents de notre bibliothèque et prochainement, en 2016, vous aurez tous les documents de l'Institut national de statistique sur le site web à l'adresse biblio.ins.vn. Le site RGPH est actuellement en ligne, vous pouvez le visiter
Et un autre projet, c'est le maps.ins.pl où nous allons présenter nos chiffres sous format cartographique. C'est un projet normalement qui sera en 2016. Je vais m'intéresser un peu ici sur Data Portal, surtout dataportal.ins.pl. Donc, pour la base de données, ça fait 3 ans que nous travaillons sur l'alimentation de cette base. Bon, c'est un travail très pénible où nous avons regroupé tous les chiffres qui existent sur papier, sur quelques bases de données réparties sur les différents départements, les différentes structures statistiques et les fichiers XLS. Et à partir de cette base de données, nous pouvons, on a mis un format de diffusion réutilisable. C'est plus du PDF, on ne peut pas réutiliser l'information. C'est du XML, du JSON, du CSV, du texte, du XLS, DBF et MDD, pour permettre à nos utilisateurs de réutiliser nos chiffres et nos données. Nous disposons actuellement d'un service, l'API, qui permet la communication des chiffres statistiques en relation machine-machine, sans intervention. Et c'est ce que nous faisons maintenant avec le FMI, le Fonds monétaire international, où ils communiquent, leur machine communique directement avec notre site web et extrait toutes les informations dont ils ont besoin. Nous avons mis à la disponibilité surtout des développeurs du site web, où ils peuvent utiliser des iframes et IBAN pour mettre dans leur site web quelques graphiques ou quelques tableaux qui existent sur notre site web. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, pour partager un tableau que vous avez conçu sur notre data portal, une vue, un graphique, et tout ça, vous pouvez le partager sur votre social. Bon, on a opté pour les 3 principaux utilisés en Tunisie. Nous avons Facebook, Twitter et Google+. Bon, pour récapituler un peu notre data portal comme un set BI, nous avons le Data Warehouse au centre, des outils qui permettent d'exploiter les données sur le net. Vous voyez ici les cartes, ici c'est les requêtes, on va voir un peu plus en détail après. Vous pouvez extraire sous différents formats, PDF, Excel, Doc, et comme ça vous prenez vos données et vous faites ce que vous voulez. Et vous faites l'analyse que vous voulez. Tout ce projet est inclus dans le projet du GOV. Nous travaillons déjà en collaboration avec le ministère sur e-governance, où la solution consiste à créer un X-Road, c'est tous les bases de données statistiques des différentes structures statistiques sont connectées, comme ça facilite la communication entre les différentes structures. Et ça accélère l'échange et ça permet de mettre nos statistiques au plus bref délai et éviter les retards de diffusion. Donc ici, c'est notre composante dans tous les chemins du groupe. Bon, la base de données ou le data warehouse, il est composé de plusieurs bases de données. Si vous visitez notre site, vous trouverez le data source, il y a plusieurs bases. Bon, au début, on a opté vers regrouper toutes les statistiques dans une seule base sous une forme linéaire. Un chiffre selon une date donnée dans une région donnée. Maintenant, on a passé vers le multidimensionnel, l'hypercube. C'est avoir l'information sur plusieurs dimensions. Comme ça, on donne la possibilité à l'utilisateur de créer son propre tableau, de croiser les variables dont il veut et les mettre sous le format qu'il le souhaite. Et, il y a maintenant plusieurs bases de données du recensement, les résultats du recensement, HGPH,
qui existent déjà. Il y a la base de données du commerce extérieur, il y a la comptabilité nationale, et nous sommes en train de travailler sur le reste des termes statistiques que nous disposons. Bon, on nous critique un peu ici dans le sens que il faut faire attention aux données individuelles, c'est vrai, parce que vous savez, lorsque vous augmentez le nombre de dimensions, comme ça, vous pourriez identifier des individus tout seuls. Donc, cette partie, on est en train de travailler et normalement, ça va peut-être diminuer un peu les dimensions pour chaque variable, les modalités pour chaque variable. Les prochains, ce sera l'emploi et l'emploi, la base de données d'emploi. Nous sommes en train de travailler et les indices des prix. Ici, voici l'outil déjà. Vous pouvez le voir ici les services. Vous avez ici la recherche. Par un mot-clé, vous pouvez trouver un indicateur donné où vous avez une visualisation graphique. Avec quelques outils ici pour voir plus ce graphique, l'agrandir, ou le voir dans un autre outil, on va voir c'est l'analyse de données, ou le voir sous format carte. On peut changer bien sûr le type de graphique, vous avez la main de changer le type de graphique, l'exporter ou l'imprimer sous différents formats. Je passe ici au module carte. Donc, bon, c'est une carte simplifiée, hein. C'est pas du cible, mais ce sont des simples cartes. Vous voyez les indicateurs ici, vous choisissez l'indicateur et vous allez le visualiser sous format de carte. Il y a trois niveaux de carte. Il y a le national, ici le régional avec les 6 régions. Nous avons les 24 gouvernorats et puis les délégations. Ici pour la base de données du commerce extérieur, on peut voir l'échange des produits au cours du temps dans la carte du monde. Donc ça, pour un produit choisi, on peut voir la Tunisie avec quel pays elle échange ce produit. Et ça, c'est la visualisation en temps. On passe au troisième module, c'est le tableau de bord. Bon, le tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs affichés sous format de graphes, différents graphes, qui sont prêts pour la lecture pour les différents utilisateurs. Le quatrième module, c'est les requêtes. Nous avons ici la liste des bases de données où vous pouvez créer une requête. Choisissez ici les variables à gauche et les modalités des variables à droite par sélection. Vous pouvez exporter votre résultat sous différents formats, vous voyez. Ici, si vous voulez voir ou visualiser votre requête avant export ou avant. Comme ça, vous mettez les variables en ligne, en colonne, et qu'est-ce que vous fixez. Ici, vous avez une simple visualisation de la requête et vous avez vos outils d'export et de visualisation. Le cinquième module, c'est l'analyse de données. C'est le principal outil de notre site, notre portal. À gauche, vous sélectionnez ici la base de données dont vous voulez travailler et vous trouverez au-dessus la liste des variables. À chaque variable, vous pouvez choisir les modalités dont vous avez besoin et créer à droite votre tableau et votre graphe. Vous avez un ensemble d'outils ici, d'export, de visualisation, de changement de type de carte, quelques simples statistiques comme les moyennes, si vous voulez
calculer directement sur le site la moyenne, le mode, la variance, tout un ensemble de statistiques. Je passe à la fin à l'API. C'est pour les développeurs, ceux qui veulent communiquer avec notre site, machine to machine. Ils ont ici une interface où ils peuvent explorer nos bases de données. Comme ça, je vais présenter ici notre future stratégie. Il faut travailler plus sur la collaboration avec les différentes structures statistiques pour enrichir notre data warehouse, donc pour avoir plus de données, améliorer la communication et surtout, il faut aller vers les utilisateurs, voir leurs besoins et voir leur taux de satisfaction pour améliorer notre produit. La version mobile, ça sera prochainement, ça ne va pas tarder normalement. Donc, voici notre groupe Data Portal. Et pour toute suggestion, vous avez notre mail diffusion@ins.pn et le site dataportal.ins.pn. Merci. On passe aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question dans le même ordre d'idées adressée à Vafra et à Rachel. Au niveau de ces enquêtes, on aurait aimé voir un peu leur contexte, leur pérennisation. Vafra, donc, est-ce que c'est des prototypes qui sont censés être généralisés auprès des municipalités? Est-ce qu'il y a un relais au niveau du ministère de l'Intérieur qui va reprendre votre expérience ou pas du tout, c'est juste des idées comme ça lancées ponctuellement? Et donc si Rachel, pareil, est-ce qu'au niveau de cet indicateur, ça va être donc mise à jour tous les, je sais pas, 2-3 ans? Est-ce qu'au niveau de la composition, c'est tenu compte des spécificités de la perception de développement humain en Tunisie, ou est-ce que c'est des méthodologies générales de type des indicateurs de développement humain? Et pourquoi Tunis c'est 0,71, le 1, qu'est-ce que ça représente? Juste, est-ce que c'est un idéal qui est atteint, je ne sais pas, à Oslo ou quelque part? Beprag c'est 1. Ok, qu'est-ce que ça représente? Donc il y a un quartier apparemment qui a atteint le 1 et ça serait ça la référence. Il y aurait un quartier où on vit idéalement. Justement. Donc, je propose de répondre question par question, plus le fil des idées. Je réponds d'abord. En fait, le cadre, c'est vrai que je n'ai pas passé beaucoup de temps. D'abord, c'est un projet de recherche. Celle qui a initié l'idée, c'est une personne qui est spécialiste du Moyen-Orient et de Nord-Afrique. Et elle voudrait justement commencer à travailler sur la gouvernance locale. Et donc elle a initié ce projet et elle a pu récolter des fonds à partir de différents organismes pour effectuer plusieurs enquêtes. On a commencé par la Tunisie, puis avoir d'autres pays. Sur la gouvernance locale, où, comme je vous ai dit, c'est des indicateurs qu'on voudrait les calculer soit en Tunisie, sur toutes les municipalités, soit là après, s'il va y avoir des expériences à l'international, donc on voudrait que ces indicateurs puissent être comparés entre les municipalités, même entre différents pays. Alors, ma question, est-ce que ça sera transmis? Ah oui, bien sûr. Alors, ça sera transmis à tous. Alors, on est très, très transparent, justement. Dans une semaine, au maximum, un site web sera en ligne, dédié justement à ça. Il est déjà le site web. Alors, sur ce site web, on va mettre. FSUED, donc on va mettre les bases de données, donc à chaque fois qu'on fait des enquêtes.
on va faire un petit un truc qui permet à des chercheurs même faire leur analyse statistique en ligne, donc en récupérant juste certaines variables, certains trucs. On va faire une sorte de wiki municipalité. Chaque municipalité va vers, donc on va voir les indicateurs qu'on calcule et il y a un petit projet qui n'est pas encore concrétisé, mais qui m'a qui n'était pas là. Ça a déjà des statistiques sur chaque municipalité. Alors nous, on veut justement enrichir, profiter de leurs données, ou ils profitent de données, mais ça c'est très très... Quand tu dis nous, c'est nous, l'équipe gouvernance locale qui est internationale. Qui est basée à l'université de Suez-Ottawa, qui regroupe plusieurs chercheurs, les liste et puis encore d'autres postdocs, etc. Donc voilà. Et puis si jamais, il y a juste une question, si jamais bien sûr le ministère de l'Éducation, il va avoir des résultats d'abord, il peut nous contacter. Déjà on a écrit des rapports qui sont prêts, ou qui sont sur le site jeudi. Et puis bien sûr on peut leur donner des données. Je crois que Kenella, j'ai presque présenté 5% des résultats. Je peux compléter sur la réponse de Zaf parce qu'il y a un travail qui a été réalisé à l'INS, une enquête sur la gouvernance paix. Et c'est dans le cadre, c'est un projet africain, Sacha, sur les gouvernants des pays africains. Et la Tunisie a été choisie parmi 5 ou 6 pays pilotes au niveau africain. Il y a une enquête qui a été réalisée par l'INS dont les résultats ont été diffusés la semaine dernière. Et sur le site, vous allez trouver, ça rapproche un peu à ce qui a été fait par VAF. D'ailleurs, il y aura un travail qui sera fait en commun. Et ce travail, mais là, au niveau de l'INS, ce n'est pas axé sur les municipalités, mais sur une représentation au niveau régional, sur la perception des gens. Et on voit beaucoup de choses on doit ouvrir le débat. Et les chercheurs, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer sur la perception des gens. Par exemple, pour le terrorisme, là, les gens qui sont au sud n'ont pas peur du terrorisme par rapport aux gens qui sont du côté des frontières avec l'Algérie. Et donc, il y a beaucoup de choses au niveau de la perception des gens sur la qualité des services publics. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette enquête. Et il faudra qu'il y ait beaucoup de recherches autour de cette enquête. Et là, l'INS est amené à refaire cette enquête, je pense. Le travail a été réalisé en concertation avec le questionnaire, avec le ministère de l'Intérieur, la présidente du gouvernement, l'unité qui s'occupe de la gouvernance. Et c'est important pour eux parce qu'ils n'avaient pas d'indicateur sur lequel il fallait mettre une stratégie de gouvernance. Et là, le travail qui est réalisé est très intéressant. Et je pense que là aussi, avec DAF, il faudra rapprocher le monde de la recherche sur ce travail qui est réalisé et pérennisé. Mais n'aurait-il pas été plus intéressant de faire monsieur, donc ça, on va répondre, ensuite on reprendra des questions. Donc, juste pour rappeler que cet indice de développement régional, il est basé sur 3 facteurs essentiels. D'abord, l'efficacité économique et sociale, l'équité et la transparence dans la distribution, en prenant compte, bien sûr, la dimension sociale. Et généralement par le taux de chômage, la dimension sociale qui est mesurée généralement par le taux de chômage, des diplômés de l'enseignement supérieur, etc. Et puis la dimension économique. La dimension économique qui est estimée en premier en fonction du degré de concentration des entreprises dans les divers secteurs d'activité, en second lieu de la continuité de l'activité de ces entreprises, de l'infrastructure estimée par le taux d'affiliation au réseau de l'assainissement dans les zones municipales, etc. Dans le fond, je dis, c'est presque 35 variables. Pour la mise à institutionnaliser un peu l'IDR, peut-être par un texte juridique, quelque chose comme ça, donc il va fixer peut-être la périodicité de la mise à jour qui, généralement, à mon avis, doit être normalement tous les 5 ans, c'est-à-dire en suivant les plans quinquennaux. Pour les valeurs, avant 0,70, c'est une formule mathématique et généralement on fait recours à 4 peut-être chiffres après la virgule pour différencier un peu. Parfois vous trouvez 3 ou 4 gouverneurs qui sont proches peut-être dans
Le 0,7, maintenant il faut le produire au quatrième chiffre après le... Non, c'est juste, le 1, c'est pas l'idéal. La valeur 1, c'est pas la valeur cible qu'on voudrait atteindre d'ici 10 ans ou à 20 ans si on était dans le meilleur des mondes. Non, même dans l'orientation et dans le plan, on a fait comme but peut-être d'ici la fin du temps, de réduire l'écart entre la première gouvernement et la dernière, de 30%. L'écart entre en 10 ans, j'avais l'objectif, en 10 ans. Non, en 5 ans. En 5 ans. Pour une réduction de 30%. De 30% entre le premier et le dernier. De l'écart entre voilà. C'est ambitieux. J'ai deux petites questions. C'est Yahya Youssef, je suis conseiller économique pour le Tunisien résident en Allemagne. Je demande quelques questions, surtout pour les enquêteurs et les statisticiens. Moi, j'ai trouvé de grandes difficultés pour faire des statistiques. Le problème, primo, on a un grand problème en Tunisie concernant les statistiques et la qualité des chiffres. Premièrement, je pense que vous êtes au courant qu'on ne domine pas le phénomène. Pour étudier un phénomène économique, il faut le dominer. Nous, on a 60% de notre économie, c'est une économie invisible et souterraine. Je dis bien invisible et souterraine. L'économie formelle, informelle, c'est un faux problème, parce que ce sont des vases communicants. L'affaire en Tasferx, elle reflète la réalité de l'économie tunisienne. L'économie informelle, on a l'économie informelle. C'est la réalité. Je suis praticien. La formation تاعي la théorie, وبعد خديت la pratique, j'ai travaillé à l'Organisation mondiale de commerce, وبعد je suis revenu, j'ai vu qu'est-ce que veut dire l'économie invisible dans ces pays-là. C'est 60% le phénomène que vous ne dominez pas, c'est-à-dire epsilon, mais 1% ou 1%, c'est quelque chose. Les chiffres, la qualité de chiffres, ça ne reflète pas la réalité. À titre d'exemple, commerce extérieur. La balance commerciale, ça ma quantité, ça ma valeur. J'ai 2 tonnes de soupape avec 10 millions ou 20 millions. Quelle soupape? Soupape de 4 chevaux ou la soupape de Mercedes? Ça change énormément. Énormément. Ça ne reflète pas la réalité. J'ai un tissu. J'ai importé tissu. Quel genre de tissu? Ça ne reflète pas la réalité. Double واحد, etc. Est-ce que destination pour la production ou non? Il rajoute les chiffres internes. Je peux vendre directement les tissus. Oh, j'ai vu ça. تلقاه المعمل مسكر والبنات فيها ترانسفورماسيونيك هو في المغازان يبيع في التيسيو importé من ماليزيا من اندونيسيا. C'est-à-dire les chiffres, c'est moi je prends les chiffres à titre indicatif. Mais j'ai une autre méthode. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Attendez, احنا نصبوني معناتها pour rectifier les tirs. مش احنا في الصحافه قاعدين نعملوا الكونسوماسيون دو بيبليك خاطر هما تبارك عليهم ناس واحد. En ce qui concerne l'API, les chiffres غالطين. Ce ne sont pas des projets, ce sont des intentions pour faire des projets. D'ailleurs, la plupart des gens يجيو l'API باش يدخل كاميونه يعمل لك un projet. Les Tunisiens résidant à l'étranger ولهذا elle ne reflète pas la réalité. حتى les ouvriers انا مشيت خدمت على عدد nombre des ouvriers c'est fou. نقول لك من التو باش انت à l'étranger كي تبدا تعطي معلومات لازم معلومات صحيحه. Bon, je نكمل لك à l'échelle l'entreprise. تعرف l'entreprise زاد le bilan, les comptes, etc. Tu as 3 bilans, 4 bilans, bilan pour le Banque centrale, etc. C'est-à-dire, à titre indicatif. Le financement, je suis surpris. Financement, je suis spécialiste pour le financement. La nouvelle banque tuniso-allemande pour les régions. C'est une banque dédiée pour les régions, pour développer les régions. عندها فلوس وصاير في اللوا de finance تلقاها. عندك le fonds américain pour le développement. ما استعملنا كان 20%. عندك le fonds qatari 117 milliards, on a utilisé que 50%. عندك fonds chinois. عندك des fonds partout موجودين, on ne l'utilise pas. فهمتني؟ ينقول لك ونعرف pour quelle raison on n'utilise pas, parce que les banques الكوميسيون تاعهم شويه يخلي لك يقد لك الفون هذاك يقول لك انا جي با بزوان. فهمتني؟
عندك beaucoup de fonds qui ne sont pas utilisés. تبعهم انت fonds américains, fonds etc. نجيب مثلا البنك الاسلامي اعطى معناتها فلوس البنك الزيتون a créé une société pour le micro petite entreprise. مثلا البنك معناتها ناسيونال معناتها pour le développement اعطاو فلوس pour les jeunes هذاما soit pour créer يقول لك حتى ما عندوش فون بروبر الفون قطري عطاها الفون بروبر هذاك كل تعطيه للولاد هذاك فهمتني معناتها الفلوس موجوده هذه الفلوس موجوده ونعطيك فلوس اخرى احنا في المانيا طلبنا منهم قلنا لهم ابار لا بنك دي ريجيون اعمل لي سيدي كما في البلدان الاخرى لا بنك بوستال موجوده الفلوس نتاعها فين مشات في البورصه دخلوها في الكاس ديبو كونسيغناسيون مشات في البورصه سيتادير باش تقول لي فلوس مش موجوده انا جو بارل دي تابو اي جو بارل معناتها الكلام يقولوا فيه الصحافه اللي هو معناتها سي فو بروبليم طلبنا منهم حاجه اخرى ميم كاتب الدوله معناتها التونسي بالخارج قلنا له سيدي حط بنك دي تونيزيان ريزيدون على ليترونجي هاو عندك 10 مليار هاو عندك كفاءات يمشي يسالوا يقول له علاش نعطيك حاجه اخرى المينستر دي فينانس قلنا له هاي الفلوس موجوده l'article 38 sur le remboursement des avantages fiscaux. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... سامحني madame, سامحني. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi parler. Oui, je termine. ما نحبش لي جون هذا يخدموا. اسمعني madame. C'est intéressant, je dis pas le contraire. اسمعني madame. أنا جيبك تيراسا. يجيو يخدموا معايا. ومساكل تلقاهم تعطيهم لا تيوري ولا لازم نشوف البراتيك مدام ونوت اشكاليه انا كون جي تيرميني ميزيتود بعثوني البنك مونديال وبعد قال لي نمشي نخدم في الريجونال يا تفهم شو الوضع تاع بلادي ويرحم والدي هذاك كيفاش فهمت قال لي ادخل سور لو تيران ولا حامل البنك مونديال ولا فامي ولا حكايه الفارغ ادخل شوف لا رياليتي وجي فيو اكزاكتومون نوتر رياليتي سي با دا تيوري سي با دو تايلوريزم سي با دو كاينز سي با ليكول دو شيكاغو سي اوتر زون سي ليكول دو تونس جو تيرمين خليك معناتها الفينونسمون موجوده والفلوس موجوده باش ما غلطوش الشبيبه قاعدين فهمتي الفلوس موجوده انا جو بريفير في عوض تقول له انديس معناتها de développement régional حط l'indice de convergence. L'indice de convergence هو اللي يجيب لك النتائج اكثر واستعمل ما يسمى معناتها الموديل دو يعني استعملوا les Américains بيسمى profiling, c'est-à-dire vous utilisez la méthode de profiling. اما statistique, je m'excuse si Mohamed statistique on se base sur des enquêtes القدم وتعرف الانكيت بن علي كان المكي ما يحبش معناتها عندك لا بوفريتي كذا كذا ويستعمل فيهم هذاك الانديس باش ياخذ فلوس وباش يعمل كذا اي جو ميكسكوز مدام اون فو البراتيك خاطر انا عندي ولادي ويعملوا في الدكتوراه ولكن ديما نقول لهم شوفوا البراتيك ما تمشيش للانترنت وما تمشيش معناتها لا تيوري اي جو ريميرسي. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question avant de. Henrik, j'avais une question là-bas. Non, c'était juste une remarque. N'aurait-il pas été plus intéressant en fait d'étudier les territoires hors municipalité? Quand quel cas genre de disparité, c'est essentiellement au niveau des régions rurales. C'est pas la question là. علاش المينيسيباليتي يعني seul 40 même pas 40% du territoire est couvert par la municipalité. D'accord. Alors, encore une dernière question, ensuite je laisse réagir les intervenants. في petite question. Une question الأخ بغيت نتكلم على الماشين. Est-ce que au niveau de l'Institut, l'information passe automatiquement à les organismes concernés pour l'investissement vers tout ce qui est économique, qui m'a appris ou CEPEX ou l'État ouvert. Pourquoi l'information ne passe pas d'une façon automatique qui même à la FMI? Le promoteur du projet n'est pas censé définir à tout l'organisme et plus essentiellement l'élément de base est statistique. Avant d'investir, avant de faire un projet, que ce soit un promoteur ou un opérateur, il veut développer les statistiques, alors ce sont des informations indispensables. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un confort. Ce sont des éléments indispensables. Et plus particulièrement pour les étrangers. Les étrangers, ils font accès, les organismes concernés, ils ont des statistiques vraies. أنا نحب نعمل بروجي كيما الجابوني اللي يعمل في الرديف، شكون يعرف الرديف هما في تونس معناها تونس ما يعرفوش الرديف وين شنو اللي كان. معناها quand on communique l'information, il y a des gens sur place, ils peuvent avoir des données réelles et importantes
pour prendre leurs décisions. Ça a un impact très positif à l'économie tunisienne, à la démographie, à le développement régional. la question الميكانيك. الستاتستيك علاش ما تكونش معناها شامله المؤسسات معناها الحكوميه ولا الببليك ولا حتى السيكتور بريفي معناها في كم جمله تونسيه. بوركوا معناها يطلبونا نعطوهم. انتم معناها vous êtes un organisme public, vous avez fait l'information. Bon, on a لا ما يهمش معناتها كنت وناخذ حتى التابلو مش نديز با بيرسونيلمون نحكي على لانستيتيو لا فورماسيون اللي تبدا معناها توصل دون فاسون اوتوماتيك للي زورغانيزم الكل راهو حتى هم او نيفو ريجونال في المدلة ولا في تمزة ولا في راس الجدير يبدا عنده لا فورماسيون سا فاسيليت بشرط هو ذكر يلزمني انا نبعث له باش هو يبعث. انت خدمت لا فورماسيون عليه معناها بور البوبليك. La première des choses, les organismes concernés, tout ça, l'information. Avant même de le demander, elle est accessible. Quand il y a des mises, il clique, il y a l'information. La décision, elle est à prendre tout de suite. Voilà. Merci. Je vais d'abord laisser aux intervenants le soin de réagir, comme la centre ou comme eux. Je réagis tout d'abord sur la qualité des chiffres, malgré que, selon mon point de vue, ça concerne plusieurs domaines. Bon, je ne peux pas parler à propos de l'API, l'Agence de promotion industrielle. C'est une autre structure statistique, qui publie des chiffres statistiques. Pour les suivis des fonds, pareil. Je reviens un peu sur la balance commerciale. La balance commerciale, j'ai déjà présenté qu'on a une base de données pour le commerce international avec toutes les dimensions, dont la quantité de produits échangés en quantité, en valeur et jusqu'au avec une nomenclature internationale. C'est niveau 10 chiffres, c'est le produit lui-même, codé au 10e chiffre. Pour l'économie informelle, c'est invisible, مش هكون معاش. Bon. خاطر معنا ديجا سي امبورطون. invisible, ما تقولش انترنت. C'est pas notre domaine. On ne peut pas comptabiliser une économie informelle. Le commerce invisible, madame, invisible. C'est pas internet. invisible. Il n'y a pas, madame, vous êtes des économistes, madame. Il y a une différence entre économie invisible et économie informelle. Je vous dis que le commerce extérieur, c'est les bases données qu'on reçoit de la douane. C'est pas ça. C'est les bases données qu'on reçoit de la douane, des échanges de la Tunisie. Madame, l'économie informelle, l'économie اللي ما عنده لا باتين لا حتى شيء. L'économie invisible, c'est une économie qui existe لكن souterraine. ويخدموا مع بعضها مدام. وسامحني انت تقول لي ستاتستيك سامحني على الكلمه. انت تقول لي معناتها ياخذ في الفالور ما تاخذش الفالور، الفالور تاخذها من الفاكتور والفاكتور سي كونفيدونسيال. عفوا بس لا فما دي ستركتور عندهم فقط يبيع لك سلعه بالفاكتور يبيع لك 1000 كعبه 200 بالفاكتور يولي مطلع الستاتستيك تاعك هذه انفيزيبل ماهيش انفورمال وماهيش فورمال يعطيك الصحه ولا اكزاكتومون تسايد وعنده ريبركسيون على الايكونومي التونسيه. بيان سور هو سي لو فرير دو ليكونومي انفورمال. لا على شيء تاعنا في مكتبه انا ما جيتش في الكلب ما نمشيش Vous êtes exprimé. Il est. C'est je n'ai pas l'air d'être votre fille. complètement على l'économie nationale non بتاعت البارتي les opérations عزة على الديوان Gouvernance locale ou développement. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas dans ce sujet. exactement.
Je passe pour l'échange des informations statistiques à travers les API. Donc, c'est une nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie d'échange. En Tunisie, il y a pour les institutions publiques, il y a 3 expériences. Il y a nous, l'INS, il y a le ministère de l'Industrie et il y a le ministère de l'Intérieur qui dispose d'un API pour leur site. Et ça va être normalement généralisé pour le reste des institutions publiques. Et juste un complément, Walid. Il suffit juste parfois de construire un tableau de bord et de le suivre d'une façon continue. Ça peut. En ce qui concerne l'échange des données d'une façon automatisée, c'est la question qu'a posée le monsieur tout à l'heure pour la technique de l'API qu'on a déjà sur notre portail de données. C'est pas uniquement pour ceux qui possèdent déjà de l'API, parce que la technique de l'API, ça permet de produire des fichiers XML qui sont implémentables dans des sites web. Donc vous pouvez juste extraire ces fichiers XML, soit vous les installez sur votre site web pour avoir cette information actualisée et mise à jour chaque mois, ou vous pouvez construire des tableaux de bord sur cet outil même et vous pouvez suivre juste ces tableaux de bord, soit sur notre data portal, soit vous les implémentez sur votre site web pour suivre l'information d'une façon mise à jour et continue. J'ai une question par rapport au data portal. Donc quand même, je pense que je le visite assez souvent, où je le compare un peu avec ce qu'on voit dans les autres instituts de statistiques. Je trouve, bon, je suis quand même pas nul en informatique, mais je sais un peu certaines choses. Je trouve qu'il n'est pas très facile à utiliser par rapport aux autres. Ça, c'est vrai. Alors je pense, si par exemple vous voulez garder ce format, à mon avis, je pense que l'INS devrait de temps en temps organiser quelques séances de formation. Parce que vous le faites pour qui? Pour les chercheurs, les académiciens, etc. Personnellement, s'il y a une formation de 2 jours, ça me ferait plaisir d'y assister pour comprendre comment on le fait. Sinon, je remarque de plus en plus aussi les instituts statistiques, ils font aussi un truc qui est déjà prêt sur un logiciel statistique. Récemment, j'ai vu que l'Institut statistique du Mexique a mis un package R où justement qui fait accès directement à leur base de données Kimato, c'est un data portal, que tu peux directement la gérer à partir du logiciel R, bien sûr avec tout un guide, disons, je pense, moi je suis allé voir quelques exemples, c'était franchement simple. La seule lacune du data portal, ça paraît un tout petit peu compliqué, même quand on fait de la recherche cochée. Peut-être que vous allez vouloir le faire très très simple, donc voilà, compliqué, etc. Donc il faut réfléchir à ça, peut-être des séances de formation, l'implémenter donc pour qu'il puisse être utilisé à partir sous forme paquet R, que je dis R, parce qu'il est gratuit. Ou voilà, quoi, donc ça c'est la meilleure façon pour que tout le monde puisse bénéficier des données. Oui, tout à fait, monsieur, parce qu'on ne peut pas nier que le data portal est déjà orienté vers des utilisateurs un peu plus avertis, plus professionnels que les autres. Mais ça n'empêche qu'on est en train d'essayer de présenter l'information qui existe déjà dans le data portal dans notre portail web. Parce que c'est le data portal qui est la source d'information principale de notre portail web. Donc il y a la quantité d'informations principales et essentielles qui est déjà présentée dans l'ancien site de l'INS. Elle est déjà représentée dans notre portail web qui va très bientôt être publié. Sinon, pour les utilisateurs, les chercheurs, les étudiants, les utilisateurs les plus avertis, etc., il y a une fonctionnalité du data portal qui sont un peu compliquées au début, mais avec un peu plus de pratique. Vous avez tout à fait raison pour les formations et tout cela, c'est parce que je m'adresse à Madame Monet pour développer de plus en plus notre stratégie de communication, organiser des séances d'information et de formation dans les universités ou dans les centres de recherche et tout ça. Donc, on opte vraiment pour ça. C'est ça. Pour en rajouter dans la discussion qui se tient là, oui, puisqu'on parle. Oui. Ça marche, hein? Oui. Ça marche, hein? Oui. Il faut appuyer le rouge.
Batterie est faible. Non, Batterie est faible. bon, ça fait rien. Je suis un peu en haut, mais c'est vrai. Mais la réflexion que je me posais là, c'est que effectivement, on entend dire au niveau universitaire ou des chercheurs, etc., le fait de ne pas avoir suffisamment accès aux données. Donc, je parle des données de l'INS, puisque vous êtes là. Est-ce que vous pouvez envisager d'avoir un accès aux données, à des données individuelles, anonymes, et de façon à avoir un site sécurisé? Parce qu'au niveau européen, ce que l'on est en train un petit peu de mettre, et peut-être que dans le cadre du jumelage, peut-être c'est un point qui pourrait être intéressant pour l'INS dans cette ouverture en quelque sorte, par rapport aux chercheurs, aux gens un peu avertis, aux doctorants, etc., d'avoir accès à ces données-là. Sachant, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a toujours le problème de la confidentialité, c'est ce et effectivement, le multidimensionnel fait qu'on peut croiser encore et tout, mais ce qu'on a maintenant, nous, en place, on a effectivement un système où des chercheurs qui s'abonnent, il y a un abonnement, ils payent. Le laboratoire de recherche ou l'institution paye l'institut pour avoir accès à des données individuelles, j'insiste bien individuelles, bien sûr anonymes, et que le site soit sécurisé. Ce n'est pas si la sécurité. Donc ça, c'est un truc qui va être intéressant dans les échanges et les ouvertures. Et deuxième question, mais vraiment en parenthèse, si vous avez parlé du FMI, est-ce que l'INS est adhérent à ce qui s'appelle la norme spéciale de diffusion des données? Parce que tu as deux niveaux, quoi. L'NSDP. Vous avez la l'NSDP. Et est-ce que ça a posé des problèmes pour l'obtenir, pour la Tunisie ou pas? Non, on a depuis 2003, on était le premier pays africain arabe à l'avoir. C'était en 2003 qu'on a été intégré à l'NSDP. On a un calendrier, il y a des indicateurs pour les l'INS et d'autres de la Banque centrale. Et on a un calendrier de diffusion qui est préétabli pour l'envoi de ces indicateurs. Et justement, ce qu'on a montré au livre, l'échange automatique, c'est sur ces indicateurs-là, selon le format SDMX, disons, sur lequel on va encore travailler pour généraliser le transfert de données avec les organismes internationaux. Pourquoi pas l'utiliser au niveau national entre nous et les échanges qui se font avec l'administration et les structures statistiques. Et sur l'accès aux microdonnées, on a dans le projet de jumelage, donc il y a une partie sur le projet qui concerne la diffusion et la communication, il y a le SDMX, l'échange de données, et il y a une politique d'accès, comment l'accès aux microdonnées, donc il y a du travail à faire au niveau de la loi statistique, parce que pour le moment la loi interdit l'accès aux microdonnées, donc il y a des changements qui vont se faire au niveau de la loi, et puis aussi il y a la partie technique, l'implémentation, comme vous avez fait en France, du SDBox. Pour le moment, on a quelques enquêtes qui sont anonymisées totalement sur le site, et ce sont des enquêtes démographiques, où on a pu faire une anonymisation forte, mais le problème se pose pour les enquêtes économiques. Voilà, pour les entreprises, là, c'est un problème. Et donc, il faut travailler sur un centre d'accès et sur le côté juridique, les conventions avec les centres de recherche, tout ça, c'est intégré dans le projet de jumelage. Donc là, c'était juste pour revenir sur la remarque de monsieur. Donc là, je crois que vous n'avez pas compris la question. Parce que là, la question qu'il avait posée, c'était vraiment dans le cadre de la gouvernance. Moi, je voulais bien comprendre juste avoir une information. Est-ce que pour les données de commerce, que vous utilisez les factures finalement données par la douane tunisienne, ou est-ce que vous utilisez les échanges internationaux? Du coup, le parallèle ici, ce qu'on exporte, c'est ce qui est importé par le pays. Et donc là, si on parle de gouvernance et de factures qui est notée ici à l'administration, par l'administration tunisienne, et ce qui apparaît sur les fichiers à l'étranger, vous pouvez observer peut-être des écarts d'échange. Et ça, c'est là où on pourrait parler de gouvernance et de qualité des informations diffusées. Parce que si vous vous limitez juste aux données douanières, donc là, il y a vraiment un écart. Et nous, ceux qui travaillent sur le commerce, pourraient bien voir cet écart-là entre les échanges bilatéraux et les données bilatéraux, entre ce qu'on voit et ce qui est affiché par les autres pays en tant que nos partenaires. Voilà, donc nos partenaires. Et donc là, c'était vraiment l'idée. Est-ce que vous utilisez, quelle base de données vous utilisez? Et donc, il fallait noter ça, ou informer, dire que nous, dans notre base, on se limite aux données données par notre administration. Et donc là, voilà notre hypothèse de base.
Et c'est pour ceux qui voudraient vérifier les échanges et montrer la gouvernance ou pas, autant faire la comparaison entre les données tunisiennes et les données de nos partenaires européens ou les autres pays avec qui on est en échange. C'était une question de gouvernance qu'il avait posée, mais qu'il n'avait pas su défendre. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est une question concernant le développement. Et je voulais reprendre. Donc là, c'est la question, et j'aimerais bien avoir une réponse. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse, parce que là, c'était une question en matière de gouvernance d'AF, que vous avez pourtant donné une remarque qui était relative réellement à ce qu'il avait posé. Et là, la deuxième question, c'était concernant le financement du programme de développement local. Et donc, vous avez dit que ce programme est basé sur un indice que vous avez construit et qu'on ne sait pas, finalement, sur quelle base. Non, mais j'ai pas vu sur quelle base vous avez construit, quelles sont les pondérations, les moyens, les détails de construction. Il y a de deux, vous avez parlé de fonds à utiliser. Et monsieur, ce qu'il avait proposé, vous parlez d'un fonds qui est assez limité et que vous devez suivre un programme de distribution de ces fonds-là entre les différents départements tunisiens pour pouvoir relancer le développement régional. Et ça rejoint un peu l'idée de partenariat que monsieur tout à l'heure avait présenté, je ne sais pas si vous avez été présent ou pas, du partenariat social et d'idée de réallocation des fonds. Donc lui, il avait dit qu'il y a d'autres fonds, autres que les fonds publics, et que finalement on aimerait bien voir, est-ce que ces fonds-là qui viennent de l'étranger, est-ce qu'ils sont intégrés dans votre programme de financement de développement local ou pas? Donc pour voir réellement la retombée de ces fonds-là, parce que s'ils ne sont pas pris en considération, ça serait bien de les prendre pour lancer plus ce programme de développement et surtout réfléchir à des idées de partenariat, d'entrepreneuriat social qui sont censées relancer le développement régional. Donc c'était ça pour compléter un peu ou défendre un peu l'idée qu'il avait proposée et qu'il n'a pas su défendre. Voilà. Merci Odette. Est-ce que je laisse le soin d'abord oui, voilà. Bien sûr que l'enregistrement des échanges, c'est fait par la douane. Ce n'est pas les agents de l'INS. En plus, on n'a pas le droit d'aller pour contrôler ce qui est enregistré. Qu'est-ce que vous utilisez uniquement? C'est un fichier qui vient de la douane. Donc il faut juste reconnaître qu'il y a des limites à ce fichier-là. Vous utilisez ça parce que c'est votre source officielle, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a un problème de gouvernance dans le pays. J'ai pas le droit de dire ça. Non, je pense que Moudé, ce qu'elle voudrait dire, et je pense, c'est qu'il y a aussi d'autres sources qui sont des sources étrangères et qui sont peut-être officielles aussi. Je veux dire, et qui pourraient fournir un moyen de recouper avec les moyens, avec les sources officielles du pays. Bon, je pense que c'est une suggestion qui vaut le coup d'être examinée au moins. Enfin, je sais pas. C'est le rôle, par exemple, de la recherche des gens qui travaillent dans le gouvernement, de faire cet exercice. Je suis désolée. Ça marche juste sur l'exercice a été déjà réalisé par la Banque mondiale. Elle a montré qu'on a une source officielle qui est l'INS, qui est l'échange officiel. Elle a pris les autres sources d'autres pays. Elle a montré qu'il y a un écart. Voilà. Donc ça peut être réalisé par quelqu'un qui travaille sur la. Non, je ne vous dis pas qu'il faudrait. Vous avez tort. C'était juste pour reprendre l'idée. Ça ne remplace la statistique de extérieure. Si on fait le total des produits importés par tous les pays, le total des produits exportés par tous les pays, en théorie, ça devrait être le même. Or, le total des produits importés est nettement supérieur au total des produits exportés. Pourquoi? Parce que les importations sont mieux saisies que les exportations. Et alors, entre deux pays qui ont des systèmes plus ou moins aussi fiables que l'autre, entre les États-Unis et le Canada, ils ont décidé de ne comptabiliser que les produits importés. Voilà. Les produits importés par le Canada en provenance des États-Unis sont réputés être les exportations des États-Unis vers le Canada. Mais c'est parce que les deux systèmes sont aussi fiables l'un que l'autre. Bon. Au niveau mondial, effectivement, il faudra arriver à cette situation. C'est très difficile. C'est très difficile. Ça fait 50 ans que les statisticiens s'arrachaient les cheveux de ma tête. Bon, et c'est très difficile, mais c'est un problème, comme le disait Mme Pouli, que la Banque mondiale et le FMI suivent de très près. Mais bon. Une petite remarque, pour vous aider, non, j'ai bien compris votre remarque, et on a déjà, il y a un site, si vous connaissez bien, c'est comtrade.un.org. Vous pouvez le visiter. Et là, c'est juste une remarque pour dire, nous, on se base sur les feuilles, les documentations officielles,
de notre statistique. Parce que là, même sur la Banque mondiale, vous pouvez trouver des statistiques. Ils vous disent fournis par le pays lui-même, ou par le cadre officiel, ou fournis par la Banque mondiale. Il y a deux sources. Bien sûr, même dans notre site, pour reconnaître un problème, donc on dit de notation. Même dans notre site, chaque chiffre, on indique la source. Si tu entres sur les données du commerce extérieur, on met la douane. Juste deux mots concernant le financement. Bon, peut-être je ne suis pas tout à fait d'accord avec le monsieur. Bon, il est trop pessimiste, à mon avis, lorsqu'il dit que l'argent existe. Bon, mais si l'argent existe, on n'aurait pas dû être dans cette situation. Pour le programme PLD, il est financé sur le budget de l'État. Et vous savez, le déficit budgétaire, que ce soit en 2015 ou 2016, donc pour le pays, il est financé, c'est vrai qu'une grande partie sur le budget, et l'autre partie, c'est à travers la FADES. Donc, on ne doit pas être trop pessimiste, voilà, l'argent existe. Bon, pour le banque dirigeant, bon, monsieur, c'est une banque tunisienne. Et à mon connaissance, c'est encore un projet qui est en cours d'étude avec la KfW pour ça peut être une nouvelle banque, la connaissance, ça peut être aussi la restructuration des banques existantes, peut-être qui travaillent sur les BFME. Donc c'est encore un projet, donc on ne peut pas parler, voilà, il y a de l'argent, il y a أنا جو سوي با داكور سيد حتى صحاب ما خاطر à ma connaissance, donc c'est dans la supervision. Il faut vérifier ça de près et maintenant la majorité des citoyens tunisiens savent qu'il y a des fonds qui sont bloqués quelque part pour X raisons. C'est des stratégies de 5 ans. j'analyse la réaction تاع il y a des fonds bloqués. Il y a des fonds qui existent. Il y a des fonds où on a beaucoup d'argent et on ne sait pas où les investir. Et il y a beaucoup de promoteurs de projets parce que pourquoi ça ne bouge pas? انت تو في الانستيتوت دو ستاتستيك باغ اكزومبل انا بور لا كريديبيليتي احنا راهو هذيا تو انا موا جو سوي فيو مي سي elle représente la jeunesse. هي elle reflète le souci على l'économie tunisienne. Elle sait que l'officiel اللي تعدى على الدوان je dis un chiffre n'importe quoi 30 milliards alors que 150 milliards منهم 120 مليار تعدى بين الانفورمال وبين الانفيزيبل اللي تحكي عليه. اعطيناك الاكزامبل انا برودكتور تاع اكس برودوي تجي تشري من عندي 1000 تقول لي اعطيني معناها 200 200 معناها سير فاكتور لي زوتر معناها 100 فاكتور كاش صافدير كاش صافدير 100 فاكتور صافدير 100 TVA ça veut dire que la recette d'impôt il n'y a pas. وهذايا il faut لهنا la crédibilité de l'institut de statistique il faut qu'arriver à ça c'est beaucoup plus administratif. Madame تحكي ياسر على l'administratif. Moi je ne suis pas pour. خاطر ce cas révèle c'est 20% ولا 15% ولا X%. Ça ne révèle pas la réalité. On doit savoir la réalité de l'économie tunisienne. Qu'est-ce qui est formel, qu'est-ce qui est informel, qu'est-ce qui est invisible. À des taux près, à des dinars près, à des milliers de dinars près, pour pouvoir cerner l'économie informelle et invisible et essayer de trouver des solutions pour rendre ça informel. Nous sommes en crise. Pourquoi nous sommes en crise? C'est pas parce qu'il n'y a pas. À imaginer l'économie informelle et l'économie parallèle que tout est informel. En crise. En plus de l'informel. En compensation, au lieu de nous fixer sur ça, on se fait des dettes. Et on s'alourdit de dette en dette, et puis ces dettes-là, c'est uniquement pour couvrir les salaires, et il n'y a pas d'investissement. On ne peut pas investir, il n'y a aucun projet. البارح يحكي السي حماد السيد يبدي n'importe quoi. N'importe quoi, في البروجي يكذب. أنا جو لو دي أنا جو سوي ان سيتويان جو سوي كذا مش صحيح. خاطر أنا ساسبتوش. برا أمشي القفصة أنا جو سوي القفصة. برا أمشي القفصة pourquoi il y a toujours des grèves. وين هما اللي يحكي عليهم لي بروجي ولا ما فماش حكاية. Donc احنا راهو كسوسيتي سيفيل on ne croit pas à ces gens-là. Les fonds existent.
mais ils sont bloqués pour des raisons multiples. وهذاك علاش احنا تو راهو سي بور ماتر اون فالور. الانستيتيو هذا الانستيتيو دو ستاتستيك لازمها خدمتها تكون اكثر من الكوتي نتاع الادمنستراتيف. لازم تعرفي معناها خاطر انت وقت تورينتيني هنا فير لو مال سي بور لو ساني بور لو ترانسفورمي اون بيان. إذا كان احنا البيجي تاعنا 100,000 مليار 70,000 مليار نشوف في الفورمات خلينا نقسموا لهم 20 نزيدوا 10 نزيدوا كذا كل وين يدخل في الفورمات كل وين معناها البالانس ايكونوميك والبيجي يتحسن. هذا مش يعملوا واحد اخر كل يعملوا واحده ما يعملوش حتى من الانستيتيو. هذا اساسي الاورجانيزم ديتا هذا نتاع شعب. لا اللي تحكي فيه يعني حتى كان ينجم يكون فيه. Est-ce qu'on peut parler en français, s'il vous plaît? Il y a des gens qui ne parlent pas arabe et qui ne comprennent pas l'arabe. S'il vous plaît, par égard. S'il vous plaît. Vous êtes, monsieur, en train de parler de réformes législatives et structurelles qui doivent, en fait, avoir lieu au plus tôt, mais ce n'est en aucun cas la mission inhérente à ce n'est pas du ressort de l'INS de... Il faut que ce soit de l'INS. Non. C'est pour cela qu'on est toujours sous-développé. Voilà. Là où on se présente en tant qu'Institut national de la statistique, on se responsabilise pour des choses qu'on assume pour des choses qu'on n'assume pas. Parce que nous, lorsque notre système statistique public soit vraiment suffisamment cohérent pour que l'Institut national de la statistique joue le rôle d'un vrai modérateur entre toutes les structures statistiques publiques, là on peut poser ce genre de questions à l'Institut national de la statistique. Pour l'état actuel, l'Institut national de la statistique exploite ses propres données telles que les données de l'indice, les données de l'emploi, comme il exploite des données qui sont les produits finis des autres ministères, tels que monsieur, s'il vous plaît, telles que les données du ministère de Commerce, telles que les données de la douane et tout cela. Donc nous, on n'a pas le droit de vraiment manipuler les données détaillées des autres structures publiques. On travaille avec ces données-là. C'est ce qui nous fournit, quel que soit le ministère du Commerce, quelle que soit la douane. Pour le commerce extérieur, on a un ensemble de nomenclatures. Les données sont représentées sous forme de 4 nomenclatures. Actuellement, les informations ne sont représentées sur le site public que via une seule nomenclature pour des causes qu'on peut les discuter dans des autres ateliers et qu'on peut dire pourquoi on publie celle-là et pas l'autre, etc. Mais pour le moment actuel, si on veut poser ces questions-là sur le commerce extérieur, sur ces problèmes qui existent avec des proportions de réalité qu'on doit discuter dans d'autres lieux, c'est pas à l'Institut national de la statistique de poser ces questions-là dans sa mission actuelle et dans la situation actuelle du système national statistique. وندخل على الدوفيز وداخل في الانفورمال Monsieur, فلوس وهديه وليه on est en train de faire des choses. بس تعطيني البروسيدور dans le monde, avec des moyens plus ou moins importants évidemment selon le développement du pays, s'efforce d'estimer la participation de l'informel au PIB. Bon, je ne sais pas ce que c'est forcément. Ce problème de l'informel, dans tous les pays l'ont. En France, il y a de l'informel. En Italie, il y a de l'informel. Bon, c'est évidemment pas à partir des statistiques d'entreprise qu'on peut estimer le poids de l'informel. Il y a d'autres méthodes, à partir d'enquêtes auprès des ménages, à partir des dépenses des ménages, où on peut, à partir des enquêtes sur l'emploi, où on peut estimer l'informel. Évidemment, ce n'aura pas la même précision, la même qualité mais tous les INS s'efforcent de le faire. Bon, et ils s'efforcent de le faire avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, et ils le font bien. Ils le font bien. Donc vous n'avez pas le droit de dire que l'INS, je suis sûr que l'INS tunisien se préoccupe du poids de l'informel. Monsieur, on n'a pas dit que c'est pas ça. Non, mais j'avais l'impression que c'est ce que monsieur disait, que l'INS se fichait éperdument. On a dit, monsieur Afsé, qu'avec les moyens actuels, avec la mission actuelle de l'INS, on n'est pas vraiment capable de faire ça. Je parle de la moment installé. Là, vous parlez du commerce international. Oui, du commerce extérieur. Là, je parle plus généralement du poids de l'informel. On parle du commerce extérieur. Oui. On parle du commerce extérieur. Avec les moyens actuels de l'INS, on n'est pas vraiment capable de dire ça. On ne peut pas vraiment mentir. Et avec la mission actuelle de l'INS, avec les capacités de l'INS de coopérer avec les autres structures, quand même. Alors juste d'avoir des débats ou des débats contradictoires entre des gens qui ne disent pas la même chose, donc c'est très bien que vous ne soyez pas d'accord et défendez votre idée jusqu'au bout dans ce séminaire et dans d'autres, mais nous sommes obligés de clôturer. Donc,
Donc vous avez les gens de l'INS, vous pouvez continuer à discuter avec eux. Donc je remercie tous les présents ici. Et afin de clôturer proprement tout le monde ensemble le forum, je vous invite s'il vous plaît de monter à l'atelier de communication qui est en train de se terminer maintenant à l'instant pour avoir un petit mot de clôture. Et merci beaucoup. Même les bailleurs ont une fin. J'espère que ça a été un bon moment que vous avez passé pendant cette journée. Alors, au nom du comité d'organisation et des institutions organisatrices SAI, INS et l'association MAZ, je remercie encore une fois la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici de la Bibliothèque nationale. Bien sûr, la direction générale, le secrétariat général, mais Madame Fatma, Madame Semia, Madame Lamia, Meher, Michel, et certainement des gens que je ne connais pas, qui sont dans l'ombre et qui ont pourtant travaillé pour la réussite de cet événement. Je remercie bien sûr tous les intervenants, Monsieur Jean-Jacques Grosbeck, Monsieur Jean-Louis Baudin, Madame Mounez Goldi, Monsieur Gilbert Doumi, Monsieur Dafr Melouche, Monsieur Rachid Ben Salah, Monsieur Walid Mourou, alors aussi Sahil Triki, Selim Ben Ammar et bien sûr notre cher Diatra Belsi. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Non, c'est bon, d'accord. Alors, je remercie aussi beaucoup de monde. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avant l'événement, pendant l'événement et qui continueront aussi à travailler après parce qu'il faut aussi faire des choses après l'événement. Alors, je remercie, j'espère que je n'ai oublié personne, Fatma Al-Harizi de l'INS, Fawziya, Ahmed, Mariam, Meher, Mouaz, Walid, Mohamed, Nejed, Aïcha, Hejer, Emira, Fawzi. Je remercie aussi nos élèves ingénieurs, et je ne vais pas être exhaustive, ceux qui ont fait l'accueil, qui ont été dans les stands, qui ont aidé aux pauses. Youssef, Mounet, Asil, Shaima et Shaima, Khalil, Noul Eslen, Naouras, Amal, Mansour, Wissal et les clubs de l'ESAI. Je ne vais pas les énumérer tout le monde, mais les clubs de l'ESAI aussi. Alors, en mon nom propre maintenant, je remercie le reste du comité d'organisation, c'est-à-dire Mme Mounez Goldi, Dafr Melouche, Lilia Trabelsi et Hela Malek, et j'invite au maximum de personnes que j'ai citées à venir me rejoindre ici pour que vous les applaudissiez très très fort. Merci. En course, une photo. Hein. Je vous invite à un petit cocktail de culture avant de nous laisser. C'est bon, c'est bon. Allez où Gilbert? Je suis là.